Il y a une peur qui a grandi aux côtés de Romy Reiner, une peur qui n'a jamais eu besoin d'un nom parce qu'elle en avait déjà un. C'était son frère aîné, Nick Reiner. Dès son plus jeune âge, Romy a appris ce que cela signifiait de tressaillir au son de sa voix, de sentir son corps se crisper chaque fois qu'il l'interpellait d'un ton qui se voulait doux. Certains de ses premiers souvenirs ne sont pas des jeux ou des rires, mais des moments où elle restait figée, alors que Nick l'invitait à chasser de petits animaux avec lui pour ensuite mettre fin à leur vie, avec une cruauté qui ne laissait aucune place au doute quant à son manque d'empathie. La façon dont il parlait dans ces moments-là, la violence désinvolte qui transparaissait dans ses chuchotements, semait une peur si profonde que Romy croyait parfois qu'elle pourrait un jour devenir elle-même la prochaine cible. Pourtant, elle était restée silencieuse non pas parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle aimait trop ses parents pour briser le peu de paix auquel ils s'accrochaient. Romy a vu Rob Reiner et Michelle Reiner se dévouer sans compter pour Nick, l'aimant sans condition, se convainquant que la patience, l'argent et l'espoir incessant pourraient sauver leur fils de ces ténèbres grandissantes. Romy a vu l'épuisement sur leur visage, le désespoir tranquille sous leur optimisme, et elle a choisi de ravaler sa peur, plutôt que d'ajouter un poids supplémentaire à leur cœur déjà fragile. Elle l'a enterré profondément, apprenant à vivre avec la tension constante au lieu de la nommer à haute voix. Ce silence a volé en éclats au moment où elle a vu les corps de ses parents gisant immobiles dans leur chambre. À cet instant, la panique a pris le pas sur la retenue, et la vérité a éclaté avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Romy a dit à la police ce qu'elle savait depuis des années, ce qu'elle avait vécu chaque jour. Nick était celui qui avait poignardé leurs parents encore et encore, sa violence se déchaînant sans retenue. Alors que les officiers tentèrent de la stabiliser, Romy ne pouvait que répéter les mêmes mots désespérés encore et encore, sa voix se brisant à chaque fois. « Je serai la prochaine victime de Nick. Je serai la prochaine victime de Nick. » Quel genre de peur pousse une jeune sœur à vivre ainsi pendant des décennies? Quelle graine Nick Reiner avait-il semé pour qu'elle se transforme en une tragédie irréversible? Pendant 28 ans, Romy n'a jamais parlé en public. Elle n'a pas parlé aux journalistes. Elle n'a pas prévenu le monde. Elle s'est plutôt repliée sur elle-même, apprenant à coexister avec quelque chose qui rendait chaque pièce lourde, chaque respiration difficile. Elle a survécu en apprenant le silence. Ce n'est qu'après la mort de ses parents que Romy a enfin éclaté. Pour la première fois, elle a révélé tous les secrets qu'elle avait portés seule. Beaucoup de gens pensaient que la dépendance était à l'origine de tout, mais Romy a insisté sur le fait que la terreur avait commencé bien avant que la drogue n'entre en scène, bien avant que le nom de Nick Reiner ne devienne synonyme d'un crime odieux. Selon elle, le danger a toujours été là dormant mais indubitable. Même enfant, Nick possédait une volatilité instable, comme s'il pouvait basculer dans un autre état sans prévenir. Romy l'évitait chaque fois qu'elle le pouvait, mais l'évitement était presque impossible lorsqu'ils partageaient la même maison, et que leurs parents croyaient encore qu'ils pouvaient tout arranger. Romy se souvient très bien des après-midi où elle n'avait que 8 ans. Nick l'entraînait dehors, sa voix était calme et invitante, comme s'il lui proposait un jeu inoffensif. Pourtant, ses yeux racontaient une autre histoire, froid, tranchant et inquiétant. Il parlait de piéger des animaux autour de la maison, d'observer combien de temps ils pouvaient tenir. Romy était trop jeune pour discuter, mais pas trop pour sentir le danger tissé dans ses mots. Son cœur s'emballait, alors qu'elle restait là, ne sachant pas comment s'échapper sans le provoquer. « Je n'aime pas ça », murmura-t-elle, une fois à peine audible. Nick riait. Sa peur l'amusait. Ce n'était pas toujours ses actes qui la hantaient le plus, mais ses paroles. Il élevait rarement la voix. Au lieu de cela, il laissait échapper des phrases avec désinvolture toutes plus froides les unes que les autres. « Si je le voulais, je pourrais faire n'importe quoi et le rendre complètement incontrôlable, dit-il une fois calmement, presque pensivement. Romy ne saisit pas complètement le sens à ce moment-là, mais elle comprit la menace sous-jacente. À partir de ce moment-là, elle apprit à cacher sa peur, à protéger ses parents de la vérité qu'elle commençait à comprendre. Au fur et à mesure qu'il grandissait, la peur ne s'est pas estompée, elle a évolué. Nick a commencé à manipuler Romy sur le plan émotionnel, la rapprochant par des phrases soigneusement choisies. « Tu es la seule à me comprendre. Tu es la seule à être de mon côté. Toi et moi sommes pareils. » Ces mots
la faisait se sentir à la fois spéciale et piégée, comme si le fait de le rejeter provoquerait quelque chose de bien pire, ses invitations à partager ses addictions. Et c'est juste une fois tu te sentiras mieux sont devenues une autre forme de contrôle déguisée en intimité. Romy a décrit la colère de Nick comme soudaine et imprévisible. Un commentaire négligeant un mauvais regard, même un retard dans la réponse pouvait rendre l'air dangereux. Sa voix baissait, ses yeux se durcissaient, et elle savait instinctivement qu'elle devait battre en retraite. « Ne me mets pas en colère », a-t-il dit une fois à voix basse, mais l'avertissement résonnait plus fort qu'un cri. Il y avait des moments où sa rage se transformait en violence. Romy se souvient qu'il criait, battait des bras et la frappait pour des choses insignifiantes. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, se protégeant son corps tremblant alors que la terreur inondait sa poitrine. Par la suite, elle a appris à se déplacer avec précaution comme si elle naviguait sur du verre brisé. Chaque pas nécessitait un calcul. Le moindre faux pas pouvait déclencher une explosion. En grandissant, les menaces sont devenues plus explicites. Nick ne se contentait plus de sous-entendus. « Tu crois que je n'oserais pas ?» lui a-t-il demandé un jour. Cette question l'a poursuivie pendant d'innombrables nuits blanches, non pas parce qu'elle était certaine qu'il lui ferait du mal, mais parce qu'elle n'était plus certaine qu'il n'en ferait pas. Aujourd'hui encore, le souvenir de ces années lui fait battre la chamade. Vivre dans la même maison signifiait être en état d'alerte permanent. Elle évitait de se retrouver seule avec lui, évitait la confrontation, évitait de parler sauf en cas de nécessité. Chaque action était une stratégie de survie. Elle n'était pas faible. Elle s'adaptait à un environnement où l'amour et la peur se mêlaient dangereusement. Romy observait souvent Nick de loin, l'étudiant essayant de prédire ses humeurs. Ses yeux semblaient parfois vides, parfois tranchants, mais toujours menaçants. Elle a appris à lire chaque changement de posture, chaque changement de ton car. Une seule erreur pouvait mener au désastre. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était de savoir qu'elle ne pourrait jamais se confier complètement à ses parents. Ils étaient déjà épuisés, ils mettaient déjà tout ce qu'ils avaient dans la balance pour sauver leur fils. De l'extérieur, la famille Rainer semble stable et privilégiée. Un père célèbre, une mère dévouée à un foyer qui semble sûr. Mais sous cette image, Romy a appris une vérité douloureuse bien trop tôt. L'amour n'est pas automatiquement synonyme de sécurité. La richesse et la célébrité ne peuvent pas effacer certaines peurs. Nick Rainer a été la fracture silencieuse qui a traversé leur famille pendant des années. Romy aimait profondément ses parents. Elle a été témoin de chaque cycle d'espoir et de déception, de chaque tentative pour maintenir l'unité de la famille. Rob Reiner et Michel n'ont jamais prétendu que les choses étaient faciles. Ils ont parlé ouvertement des luttes de Nick de son temps en rééducation, des moments où ils ont cru qu'il pourrait enfin se rétablir. Un jour, Rob a confié à un ami avec un désespoir tranquille « Nous voulons juste que notre fils soit en vie, c'est tout ». Cette phrase simple mais déchirante reflète la frontière fragile entre l'amour et la peur. Romy a vu ses parents consacrer toute leur force à aider Nick. Ils ont cherché des médecins, des spécialistes des centres de traitement. Ils ont payé des sommes énormes pour des programmes de réhabilitation et ont réorganisé leur vie pour pouvoir toujours rester près de leur fils. Michel a dit un jour, dans une conversation privée, « Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'il m'appelle, même si c'est au milieu de la nuit. » Pour elle, cette disponibilité constante était le dernier fil qui reliait Nick à la famille. Ceux qui étaient en contact avec la famille le sentaient clairement. L'atmosphère dans le foyer Rainer était toujours empreinte d'une légère tension, comme si tout le monde marchait sur des œufs. Chaque fois que Nick montrait des signes d'amélioration, toute la famille poussait un soupir de soulagement. Et chaque fois qu'il glissait à nouveau, l'épuisement réapparaissait dans les yeux de Rob et Michel, même s'ils se plaignaient rarement. Ses parents n'ont jamais abandonné Nick. Au contraire, ils l'ont aimé de la manière la plus épuisante qui soit. Rob a dit un jour à sa fille « Je ne sais pas quoi faire d'autre que de continuer à l'aimer ». Et Michel, même dans ses moments les plus épuisants, n'a cessé de répéter « Notre famille ne s'abandonne pas les uns les autres ». Ces mots étaient à la fois un vœu et un fardeau. Romy se souvient encore d'un après-midi où elle est entrée dans le salon et a vu Nick hurler. Son visage rougissait, ses mains se crispaient et il attrapait ses parents. Il leur lançait des insultes cruelles en rejetant toute la faute sur eux comme si toutes les douleurs de sa vie étaient de leur fait. Elle restait figée, le cœur battant, terrifiée et au bord des larmes mais incapable de pleurer. Chaque mot prononcé par Nick la faisait trembler car elle savait qu'il était tout à fait capable de devenir violent.
Il y a même eu un moment où Romy a vu Nick briser violemment des objets dans la pièce en voyant une lampe dans un coin avant de s'élancer vers sa mère comme pour évacuer sa rage. Michel est restée là, les larmes aux yeux, les mains tremblantes, mais elle n'a pas riposté. Elle s'est simplement entourée de ses bras et a supporté la situation en silence. Rob Reiner se tenait à proximité, observant tranquillement le chagrin de son fils gravé dans ses yeux, mais il ne cria pas et n'intervint pas. Tous deux semblaient essayer de protéger Romy de la terreur directe tout en portant en eux une douleur insupportable. Ces moments hantèrent Romy pendant de nombreuses années. Elle s'est rendue compte que ses parents aimaient Nick inconditionnellement, même lorsqu'il se comportait violemment, même lorsque ses paroles étaient empoisonnées et cruelles. Ils ont enduré en silence la douleur de leur fils, afin que Romy n'ait pas à être témoin du pire. Elle a appris à observer attentivement, comprenant que chaque fois que Nick se mettait en colère, elle devait rester à l'écart et se réfugier dans les coins les plus sûrs qu'elle pouvait trouver. Et à cause de cela, il y avait un paradoxe douloureux que Romy a toujours porté au plus profond de son cœur. Les années où Nick était très dépendant, errant d'un endroit à l'autre, voire sans abri, étaient en fait la période où elle sentait qu'elle pouvait respirer le plus facilement. Lorsque Nick n'était pas à la maison, pas présent dans l'espace familial, l'atmosphère semblait retrouver un sens du rythme normal. La peur n'a pas disparu, mais elle a reculé suffisamment pour que Romy puisse vivre sans être constamment tendue, comme un fil tendu. Au cours de ces années, Romy n'a plus eu à anticiper les humeurs de son frère, elle n'a plus eu à tressaillir à chaque bruit, à chaque regard. Elle pouvait s'asseoir à table avec ses parents sans craindre une crise soudaine. Certains soirs, elle bavardait tranquillement, elle riait même à gorge déployée, ce qui était devenu rare autrefois. « Je suis rentrée tard du travail aujourd'hui », disait-elle légèrement, et la maison restait calme et silencieuse. Rob et Michel, bien que le cœur brisé, sachant que Nick était à la dérive quelque part, ont également remarqué le changement chez leur fille. Ils ont vu que Romy dormait mieux, parlait plus et ne sursautait plus face à des menaces invisibles. Un jour, Michel a regardé sa fille et lui a dit doucement « Au moins tu vas bien, n'est-ce pas ?» Romy a simplement hoché la tête, n'osant pas exprimer ce sentiment de soulagement, car il allait de pair avec la culpabilité. Pour Romy, l'absence de Nick n'était pas une joie, mais un repos. Une pause rare après de nombreuses années de vie en état d'alerte silencieuse. Elle n'avait pas à jouer le rôle de médiatrice, elle n'avait pas à se forcer à être la sœur patiente à l'infini. Elle était simplement la fille de ses parents, assise sur le canapé, écoutant Rob raconter de vieilles histoires, écoutant Michel poser des questions sur les choses les plus ordinaires de la vie quotidienne. Une fois, lorsque Nick a appelé de quelque part au loin, Romy a entendu sa voix à travers le haut-parleur. Elle n'a pas tremblé, n'a pas ressenti la peur qu'elle avait autrefois. Lorsque l'appel s'est terminé, elle a expiré et a dit à voix basse « Au moins, il n'est pas là ». Les mots sont tombés dans le salon. Personne ne lui a fait de reproches, il n'y a eu qu'un silence pesant car tout le monde a compris. Elle a ri davantage, parlé plus naturellement et, pour la première fois depuis très longtemps, elle a senti que sa famille se sentait vraiment comme une famille. Il n'y avait pas que Romy. Les proches de la famille Reiner ont clairement senti à quel point Nick Reiner pouvait être effrayant, surtout pendant les années où il s'enfonçait dans la toxicomanie. Jake Reiner, son frère aîné, a admis dans une interview à People qu'il devait souvent verrouiller la porte de sa chambre lorsque Nick rentrait à la maison après avoir consommé de la drogue. J'avais peur d'être seul avec lui. Il y avait des nuits où Nick cassait des objets, criait et menaçait toute la famille. Je ne savais jamais quand il allait perdre complètement le contrôle. Un ami de longue date de Rob Reiner a raconté à TMZ une réunion de famille en 2020, Nick s'est soudain présenté en état d'ébriété avancée, a fracassé une bouteille contre le mur et a crié « Vous me détestez tous ». Tout le monde, y compris les enfants, a eu tellement peur qu'il a fallu appeler la sécurité pour l'escorter vers la sortie. Conan O'Brien, qui a animé la soirée de Noël le soir de décembre 13, 2025, a également admis que l'atmosphère était devenue terriblement tendue lorsque Nick s'est disputé bruyamment avec ses parents. J'étais vraiment inquiet pour Rob et Michel lorsqu'ils sont partis plus tôt que prévu. Nick avait l'air très étrange ce soir-là. Ses yeux mettaient tout le monde mal à l'aise. Conan a raconté dans son podcast après l'incident que même les membres du personnel des centres de réadaptation où Nick avait reçu un traitement le décrivaient comme la personne la plus difficile à contrôler. Un employé anonyme se souvient que Nick avait des accès de violence, saccageait les chambres, menaçait de se faire du mal et de faire du mal aux autres.
Nous avons dû appeler la police à plusieurs reprises pour le maîtriser. Alana Zabel, professeure de yoga, est l'une des rares personnes à avoir osé s'exprimer. Elle raconte qu'au début des années 2000, lorsqu'elle travaillait avec Rob et Michel, les séances de yoga censées être apaisantes et tranquilles étaient fréquemment perturbées. Nick Reiner apparaissait soudain déclenchant des crises de hurlements intenses qui duraient des dizaines de minutes sans contrôle et sans raison claire. L'atmosphère changeait instantanément, se souvient Alana. Tout se contractait sous l'effet de la peur. Ce qui hantait Alana, ce n'était pas seulement les cris, mais aussi la réaction des parents de Nick. Rob et Michel ne détournaient pas le regard. Ils ont fait face à leur fils directement sérieux, épuisé et profondément inquiet. Selon Alana, il ne s'agissait pas d'une famille dans le déni, mais d'une famille qui a reconnu le danger très tôt et qui a lutté désespérément pour le garder sous contrôle. Les personnes qui ont visité la maison des Reiner ont dit qu'elles ont toujours ressenti le besoin d'être sur leur garde. Nick pouvait rester silencieux pendant de longues périodes, puis exploser soudainement. Une source proche a déclaré que chaque fois que Nick apparaissait, c'était comme si l'air se resserrait, que les voix baissaient, que les rires s'éteignaient et que les yeux cherchaient constamment une échappatoire. Cette source a également révélé que Nick éprouvait un profond ressentiment à l'égard de son père. Il ne s'agissait pas d'une rébellion impulsive, mais d'un sentiment d'infériorité profondément ancré depuis de nombreuses années. Nick savait qu'il vivait dans l'ombre énorme de Rob Reiner, un père talentueux, aimé et admiré, et il n'a jamais réussi à atteindre cette position. Cette comparaison est devenue une blessure qui n'a jamais guéri et qui, avec le temps, s'est transformée en une violence imprévisible. Au début des années 2025, lorsque Nick a cessé de dériver et a emménagé dans la maison d'hôte, tout a changé pour Romy presque immédiatement. L'anxiété qui couvait tranquillement s'est soudain accentuée, devenant quelque chose qu'elle ressentait tous les jours. Elle n'avait plus l'impression de pouvoir contrôler une distance de sécurité. Même si Nick ne vit pas sous le même toit, la proximité physique donne à Romy l'impression qu'il s'immisce directement dans sa vie intérieure. Le simple fait de savoir qu'il est là, derrière le jardin, derrière une porte, suffit à lui serrer la poitrine. Romy ne voit pas le retour de Nick comme des retrouvailles. Pour elle, c'était un signal de danger. Elle n'était même pas à l'aise à l'idée qu'ils vivent de l'autre côté de la rue et encore moins sur la même propriété. « Je ne me sens pas en sécurité ». Romy aurait murmuré tout bas comme si elle craignait que le simple fait de prononcer ces mots ne déclenche quelque chose d'irréversible. C'est pourquoi Romy a choisi de partir. Déménager n'était pas un acte de rébellion mais un réflexe de survie. Elle avait besoin de distance pour respirer, dormir et cesser de vivre en état d'alerte permanent. Jake était le seul à comprendre cette décision. Il ne l'a pas arrêtée. Il ne lui a pas posé de questions mais lui a dit une simple phrase « Je sais que tu en as besoin ». Romy et Jake ont essayé à plusieurs reprises d'avertir leurs parents, bien qu'indirectement. Ils n'ont pas lancé d'ultimatum, ils ne sont pas entrés dans les détails. Ils ont parlé en phrases mesurées, prudentes et retenues. « Nick ne va pas bien », a dit Jake un jour. Du moins, il ne va pas bien pour être si proche. Romy a parlé plus doucement, mais ses yeux disaient tout ce que je crains. Rob et Michel Reiner voient sur les choses différemment. Pour eux, garder Nick près d'eux est la seule façon de l'aimer correctement. Ils pensent que si leur fils est à portée de main, ils peuvent intervenir et empêcher que les choses n'aillent trop loin. « Nous voulons simplement le protéger », aurait expliqué Michel. Si ce n'est pas sa famille, alors qui ? Cette différence a créé une fracture silencieuse. Pas une dispute, pas une confrontation bruyante, mais un déséquilibre dans la façon dont la sécurité est perçue. Les parents étaient guidés par l'espoir que l'amour, la patience et la présence guériraient. Romy était guidée par l'instinct de conservation, un instinct façonné par de nombreuses années de peur qui n'avaient jamais été nommées. Parfois, Romy essayait d'expliquer plus clairement, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Elle avait peur de blesser ses parents. Elle avait peur qu'ils pensent qu'elle était cruelle. Elle avait peur d'être perçue comme celle qui repoussait son frère. Elle n'a donc dit que ce qu'elle pouvait dire, à savoir qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle avait besoin de distance, qu'elle ne pouvait pas vivre comme ça. Le reste, elle l'a gardé pour elle. Jake s'est tenu au milieu protégeant sa sœur, tout en ne voulant pas affronter leurs parents de front. Il a réitéré les inquiétudes, mais il voyait aussi que Rob et Michel s'accrochaient à ce qu'ils pensaient être leur dernière croyance. « Si nous le gardons suffisamment près de nous, a dit Rob, nous ne le perdrons pas. » Pour Romy, cette phrase ressemblait plus à une prière qu'à un plan. Malgré sa peur, Romy n'a jamais tourné le dos à son frère.
D'après les personnes proches de la situation, elle a toujours essayé d'aider Nick de toutes les manières possibles. Elle s'est montrée à la hauteur quand il le fallait. Elle répondait au téléphone lorsqu'il appelait. Elle intervenait lorsque ses parents étaient épuisés. À un moment donné, elle a même appelé Nick son meilleur ami. Ce qui compte, c'est que tout cela s'est passé avant la nuit fatidique, avant que la police n'arrive à la maison de Brentwood. Le 14e jour de décembre a commencé comme un jour ordinaire jusqu'à ce que tout s'effondre à jamais. Lorsque Romy est entrée dans le salon de ses parents, elle n'était pas du tout préparée à la scène qui l'attendait. Rob, Rainer et Michel gisaient immobiles, sans respirer, sans pouvoir s'appeler l'un l'autre une dernière fois. Il n'y a pas eu de cri fracassant comme on pourrait l'imaginer. Il n'y avait qu'un engourdissement qui se répandait rapidement, glacial et paralysant, comme si le temps lui-même s'était soudainement arrêté. À ce moment-là, c'est Romy qui a découvert les corps de Rob et Michel Rainer, et non un voisin. Ce n'était pas un soignant, ni la police, mais leur fille, celle qui les avait profondément aimés et qui avait vécu des années de malaise persistant. Avant que la police n'arrive, avant que le ruban de la scène de crime ne soit posé, avant que le monde ne sache ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Romy a appelé la police dans un état que ses proches ont décrit plus tard comme étant calme, jusqu'à en avoir le cœur brisé. Sa voix tremblait légèrement mais ne s'est pas brisée. Elle a clairement donné l'adresse et décrit la situation. Il était clair que ses parents étaient morts. Lorsque l'appel s'est terminé, un silence pesant s'est installé dans la maison. Le genre de silence qu'elle craignait depuis si longtemps mais dont elle n'avait jamais imaginé qu'il prendrait cette forme. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, Romy a regardé droit dans les yeux les officiers et a prononcé une phrase qui la suivrait probablement pour le reste de sa vie. « Mon frère Nick, je pense que vous devriez vous renseigner sur lui. » Ce fut le moment le plus douloureux de la vie de Romy, car elle venait de placer son propre frère en position de suspect dans la mort de ses parents. Je ne veux pas dire ce qu'elle aurait murmuré après coup, mais je ne peux pas ne pas le dire. Les proches de la famille affirment que le geste de Romy n'est pas le fruit d'un choc momentané. Ce n'est pas le réflexe paniqué de quelqu'un qui vient de vivre une tragédie. C'est le résultat d'années d'observation, des années de peur, des années à se demander ce qui se passerait si l'on dépassait les bornes. À ce moment-là, tous les instincts refoulés se sont soudain alignés pour former une image d'une clarté brutale. Après avoir prononcé ces mots, Romy s'est effondrée. À partir de ce moment, elle n'a pas seulement perdu ses parents, elle a perdu la famille telle qu'elle l'avait connue. On dit que Jake est arrivé très vite après. Il ne lui a pas demandé pourquoi elle avait dit ce qu'elle avait dit. Il n'avait pas besoin de réponse. Il s'est contenté de serrer sa sœur contre lui. « Tu as fait la seule chose que tu pouvais faire », a-t-il dit. Mais aucun mot n'était assez puissant pour atténuer la réalité. Romy venait de franchir une ligne que personne ne veut jamais affronter. Même après l'arrestation de Nick Rainer, la peur qui habitait Romy ne s'est pas dissipée. Au contraire, elle est devenue plus aiguë, s'accrochant à elle à chaque instant. Au cours de la période qui a suivi, Romy ne s'est plus sentie en sécurité, même si l'on pensait que l'auteur de l'agression était en garde à vue. Pour elle, une porte de prison ne signifie pas une fin, mais seulement une pause fragile entre deux cauchemars. Romy a répété à Jake sa plus grande obsession si Nick était un jour libéré. Elle pensait que la première personne qu'il viendrait chercher serait elle. Je l'ai dénoncé. Romy a chuchoté lors d'une crise émotionnelle selon ses proches. « S'il sort, je ne pense pas que je survivrai. » Il ne s'agit pas d'une phrase prononcée dans un moment de panique passagère, mais d'une peur profondément ancrée dans son subconscient cultivé au fil de nombreuses années de malaise et maintenant violemment déclenchée par la tragédie. Selon certaines sources, Romy lutte contre un grave syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Le fait d'avoir été directement témoin de la mort de ses parents dans sa propre maison a fait voler en éclats les dernières défenses qui lui restaient. Ces images ne la quittent jamais. La nuit, Romy se réveille terrorisée. Le jour, elle sursaute au moindre bruit. Parfois, elle s'effondre en pleurant sans raison apparente. D'autres fois, elle devient complètement insensible aux émotions. Jake est devenu son seul point d'ancrage pendant cette période. Selon les proches de la famille, Romy s'accrochait constamment à son frère comme si le fait de s'éloigner de lui, ne serait-ce qu'une seconde, allait faire s'écrouler le monde. « Ne va nulle part », a-t-elle dit un jour à Jake. « Si je suis seule, je ne peux pas contrôler mes pensées. » Jake comprit sans avoir besoin de demander. Il avait vu sa sœur porter cette peur pendant de nombreuses années. Maintenant, elle n'avait tout simplement plus d'endroit où se cacher. Ce qui a le plus peiné Romy, ce n'est pas seulement la mort de ses parents, mais le sentiment d'avoir franchi une ligne qu'elle ne pourrait plus jamais franchir. Dire à la police que Nick pourrait être un suspect bien qu'enraciné dans la vérité et la préservation de soi
est devenue une coupure profonde dans son esprit. Je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, aurait admis Romy, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il ne me le pardonnera jamais. Selon certaines sources, Romy vit dans un état constant de préparation au pire. Elle a modifié ses habitudes quotidiennes, évite les lieux publics et fait toujours attention aux sorties dans chaque pièce où elle entre. La sécurité est devenue un concept relatif dans son esprit. Pour Romy, le danger ne réside pas dans le présent, mais dans la possibilité qu'il revienne à tout moment. Ses proches soulignent que Romy ne vit pas dans la paranoïa, mais dans des souvenirs qui ne s'endorment jamais vraiment. Son traumatisme psychologique ne provient pas d'un seul moment, mais de l'aboutissement de nombreuses années d'endurance aggravées par le choc irréversible de la perte de ses parents. Nick, c'est peut-être derrière les barreaux, mais dans l'esprit de Romy, il est toujours présent comme une longue ombre froide qui ne peut être dissipée. Et c'est là la tragédie la plus profonde de cette histoire. Même si la justice commence à avancer, même si le monde extérieur croit que tout est sous contrôle, Romy vit toujours dans sa propre fuite silencieuse. Une fuite de la mémoire, de la peur et de la prise de conscience que la vérité, aussi nécessaire soit-elle, se fait parfois au prix du sentiment de sécurité d'une personne. Ce que Romy savait, ce qu'elle ressentait et ce qu'elle a choisi d'enfouir dans le silence sont aujourd'hui au cœur du regard que les gens portent sur cette tragédie. Lorsque Romy a reconnu pour la première fois sa peur de Nick, il ne s'agissait pas d'une accusation tardive, mais d'une vérité qu'on lui permettait enfin d'exister. Elle n'était pas seulement le témoin d'une issue dévastatrice, elle était quelqu'un qui avait vécu avec ce malaise avant même qu'il ne porte un nom, qui avait appris à l'éviter, à s'adapter et à se contenir pour protéger les gens qu'elle aimait. Et maintenant, pour la première fois, elle n'a plus à se forcer à le faire. Mais cette libération ne prend pas la forme d'une paix. Il apporte un vide douloureux et un profond sentiment de désorientation, comme si le pilier familier de toute sa vie avait soudainement été arraché. La question qui demeure est donc la suivante: si la peur avait été exprimée plus tôt, cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Ou leurs familles sont-elles destinées à payer leur silence par la souffrance? Que pensez-vous de l'histoire de Romy? Est-elle courageuse ou simplement victime d'un amour qui en demandait trop? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre les histoires derrière les tragédies familiales qui laissent que le monde dans un silence stupéfié.